Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire intitulé Hybridation des métiers, comment prédire la réussite dans un poste aujourd'hui. Alors, pour traiter ce sujet, j'ai deux invités ce matin, Cilia Gagny et Hélène Simard. Bonjour. Hélène, Bonjour. je te laisse te présenter, Hélène. Oui, bonjour, Hélène Simard. Je suis consultante en gestion de carrière. Pour me présenter, en fait, mes missions, moi, sont essentiellement orientées sur la psychométrie. Globalement, j'interviens à 3 niveaux. Je fais de l'évaluation psychométrique. Je forme aussi les professionnels à l'utilisation des tests et je collabore également à la conception et à la révision des tests psychométriques pour des missions de R&D. Ça marche. Bonjour Cilia. Bonjour, merci Christophe de nous accueillir pour ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Cilia Gagny, responsable du service formation et consulting chez Central Tech. Donc, j'interviens aussi comme consultante RH, donc notamment l'accompagnement des clients aux formations et l'accompagnement des clients de manière... Il y a un écho, Cilia. Ah, pardon. Alors, comment je peux traiter ça ? Alors, est-ce que c'est mieux ? Il y a peut-être que moi qui l'entends. Je l'entends un peu, mais c'est bien. Je ne sais pas si tu as des écouteurs peut-être à disposition rapidement. Ouais, non, pas sur moi. Ben, c'est pas grave, on va t'entendre en écho. Non, mais on entend bien quand même globalement. Il y a un petit écho, mais ça va. Vas-y, du coup, je te laisse reprendre. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais je pense que j'ai terminé au niveau de ma présentation. Bon, super. Alors, tu nous présentes peut-être Central Test, Sylvia ? Oui, bien sûr. Donc, quelques mots pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous sommes éditeurs de tests depuis 2002. Donc, nous fêtons nos 20 ans cette année. Donc, nous vous proposons des solutions d'évaluation psychométrique et pas que. Donc, des outils dédiés globalement à l'identification des potentiels, notamment dans le cadre du recrutement, orientation, réorientation, consolidation d'équipe. On vous propose également des formations spécifiques liées à votre contexte d'utilisation, donc des accompagnements personnalisés avec l'équipe de consulting. Super. Alors, dans le webinaire de ce matin, on va aborder 5 points. L'hybridation des métiers, puisque c'est la promesse de ce webinaire. La prise en compte des compétences transversales, donc des soft skills. La prédiction de la réussite dans un poste aujourd'hui. Et puis ensuite, comment implanter et exploiter un modèle prédictif en recrutement. Et puis, quelques conseils pour développer les compétences. Et donc, je vous laisse la parole pour nous présenter tout ça. Super, merci beaucoup. Donc, on va commencer par quelques chiffres. Donc, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, ce chiffre, il a été publié dans un rapport de 2017. Donc, les études ne datent pas d'hier et ils sont plus que jamais d'actualité. Donc, notamment avec l'évolution technologique. Donc, certains métiers risquent de disparaître, certains ont déjà disparu, d'autres n'ont pas encore vu le jour et le seront dans les prochaines années. Donc, il y a vraiment de fortes évolutions qui touchent vraiment l'ensemble des secteurs. Donc, si on prend par exemple le poste de chargé de recrutement, pour ne pas aller bien loin, il y a 15-20 ans, les recruteurs avaient des piles de CV à traiter chaque jour sur leur bureau. Aujourd'hui, on est bien loin du CV papier. Donc, le recrutement va beaucoup plus vite avec les outils de sourcing, les réseaux, l'analyse prédictive. Donc là, je ne vous apprends rien. Mais voilà, donc dans l'hybridation des métiers, on entend des postes qui vont nécessiter finalement de multiples compétences. Donc, le constat qui est fait finalement aujourd'hui dans l'environnement professionnel, c'est qu'on va vraiment faire un focus sur les compétences et non plus simplement sur des titres ou sur des rôles.
Donc finalement, enfin, comment définir la notion de métier aujourd'hui? On vient de parler d'hybridation. Donc là, on la retrouve aussi vraiment dans la définition du métier. En effet, un poste aujourd'hui, ce n'est pas seulement un titre, mais c'est vraiment un ensemble de missions, un ensemble d'activités, de tâches. Donc, par exemple, pour un responsable marketing, on va pouvoir définir ce poste avec un ensemble de missions. Donc, par exemple, faire de la veille, élaborer des projets, manager une équipe, mettre en œuvre de la promotion commerciale, stratégie marketing, gérer les budgets de son pôle, etc., etc. Donc là, on peut le voir, hein, au sein d'un même poste, il y a vraiment des tâches, des missions qui vont vraiment être très diverses. Donc finalement, comment cette transformation des métiers implique la prise en compte des compétences transversales? Donc effectivement, aujourd'hui, les professionnels RH s'intéressent davantage aux compétences et surtout, finalement, aux compétences transversales. Alors, on va rappeler rapidement, les compétences transversales, hein. Donc elles sont exerçables dans différents, contextes. Elles vont être valorisables également dans différents métiers, valables dans tous les secteurs d'activité. Donc ce sont vraiment, finalement des compétences qui vont permettre d'une part à la personne, d'évoluer au cœur de sa profession, mais aussi, qui vont par la suite faciliter la mobilité. Donc, dans les compétences transverses, on va bien sûr retrouver les compétences, comportementales, organisationnelles, toutes les compétences, cognitives. Et comme on a pu le dire précédemment, les métiers évoluent. Donc, les professionnels RH, hein, sont vraiment à la recherche de profils qui vont devoir s'adapter à ces nouvelles missions, s'adapter à ces nouvelles tâches, à des évolutions en interne, des mouvances aussi de la profession. Donc, pour faire face finalement à ces évolutions, ça passe par le développement des compétences. Et comme vous pouvez le voir donc avec le chiffre qui s'affiche à l'écran, 85% des dirigeants français citent le manque de compétences comme faisant partie de leurs 3 préoccupations majeures. Donc ce n'est pas rien. Donc finalement, comment prédire la réussite dans un poste? Comme on a pu l'aborder, il va être vraiment essentiel finalement de se focaliser autour des compétences, hein. Comme vous le savez, donc les compétences transverses, hein, aussi appelées les soft skills, vont être vraiment difficiles à évaluer. Donc on va pouvoir s'aider d'outils et aussi de l'analyse prédictive. Donc pour analyser, faire évoluer finalement l'ensemble de ces compétences et prédire également la réussite dans un poste. Donc l'analyse prédictive, elle va permettre de prédire elle permet également d'anticiper un événement. Donc là, ici, l'objectif, ça va être finalement d'évaluer un petit peu la probabilité que va avoir une personne à adopter tel comportement ou présenter telle performance. Alors, il y a une question de Pascal qui dit, vous utilisez poste et métier comme synonyme. C'est assez intéressant. Alors c'est vrai que ici, tel que je le présente, j'en fais pas vraiment une très grande différence. Je définis vraiment le poste, le métier finalement comme un ensemble. Ensuite, ça se décline comme un ensemble de missions, de tâches, d'activités. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir plus de subtilité, mais c'est vrai que dans ma définition, dans ma présentation, je le présente plutôt comme synonyme, effectivement. Après, plus on a de granularité, plus c'est complexe de mettre en place des passerelles. Oui, aussi, c'est vrai. Alors, on avait dit qu'on poserait une petite question là aux participants sur la Oui, partie analyse prédictive. oui. On va peut-être la poser maintenant. Ouais, super. Donc, ce qui nous intéresse, ce serait de savoir si vous utilisez ce type d'analyse dans vos process RH. Alors, vous pouvez voter directement. Utilisez-vous l'analyse prédictive dans vos processus RH?
Allez-y, je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Bon, on a une majorité. Est-ce que vous voyez bien les résultats? Oui, alors c'est vrai qu'on affiche du coup une majorité ici une majorité de non. Alors c'est quelque chose qui est aussi relativement récent. Que voilà, donc il y a un certain nombre finalement de nouveaux outils qui émergent, qui utilisent l'analyse prédictive. Donc c'est peut-être quelque chose que vous serez finalement amené à utiliser prochainement. Ça fait partie aussi de toutes ces évolutions de métiers, hein, comme on a pu Ouais. l'aborder juste avant. Donc là, je vais vous dire, oui. On a la question, quels sont ces nouveaux outils? Ben, on va y venir. Oui, on y vient tout de suite. Alors déjà, je vais vous dire quelques mots peut-être sur le modèle prédictif de Central Test. Donc, le modèle prédictif de Central Test, c'est vraiment plusieurs années de recherche, donc avec une approche par compétence, une prise en compte vraiment de la complexité de l'environnement professionnel, hein, pour répondre à l'ensemble des problématiques RH. Donc, il permet vraiment de prédire des compétences précises et donc d'avoir des process de recrutement beaucoup plus efficaces. Ça permet vraiment d'anticiper certaines problématiques. Donc, ça permet également de prédire vraiment le matching des candidats, donc avec un poste, avec une évaluation multiméthode, et donc prédire le comportement et la capacité à développer de nouvelles compétences. Donc, il va pouvoir être utilisé vraiment pour prévoir le comportement d'un candidat, mais également pour pouvoir faire évoluer les compétences dans le cadre de mobilité interne, par exemple. Donc là, je vais laisser davantage la parole à Hélène, qui va vous montrer le modèle prédictif, le cœur du modèle prédictif en recrutement. Merci Célia. Et c'est intéressant le sondage qu'on a vu, les résultats du moins, qu'il y a très peu de personnes qui utilisent l'analyse prédictive. Déjà chez Central Test, c'est tout nouveau, hein, c'est un modèle qu'on vient tout juste il y a quelques jours de lancer. Donc, et là, ça va vous permettre peut-être de le découvrir un peu plus. Et voilà, de voir de quoi ça retourne. Donc, du coup, comment implanter et exploiter un modèle prédictif en recrutement? En fait, ce que le modèle prédictif analyse, on l'a vu avec Célia, ce sont des compétences et pas n'importe lesquelles. On se base donc sur des compétences transversales. Et il y a plusieurs avantages à se baser sur les compétences transversales, déjà parce qu'elles sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles vont mobiliser différents aspects de l'individu, comme sa personnalité, ses aptitudes, ses motivations. Et ça, donc, ça permet de les évaluer facilement. Un autre avantage, c'est que les compétences transversales, elles sont évolutives. Elles vont se perfectionner tout au long de la vie, notamment avec l'expérience qu'on acquiert, avec des formations et aussi le fait de se challenger sur des missions qui sont nouvelles. Autre élément, c'est qu'elles sont mesurables, les compétences transversales, parce qu'on peut situer précisément une personne sur sa maîtrise d'une compétence et à partir de sa position, on peut déterminer une marge de progrès en fonction du niveau de maîtrise qu'on souhaite. Et une chose importante que Célia a abordée, c'est que les compétences transversales, elles sont valables pour tout métier. Ou pas, là, il y aura une nuance effectivement à faire peut-être sur ça. Et l'avantage qu'elle soit valable pour tous les métiers, l'avantage est double. Déjà, pour les RH, ça permet d'avoir un outil unique pour évaluer les compétences. Et pour le salarié, ça lui permet d'évoluer au cœur de sa profession, bien sûr, mais aussi de pouvoir transiter facilement vers un autre métier, parfois même très différent. Et pour mesurer les compétences transversales, on va les choisir dans un grand référentiel de 60 compétences, plus ou moins. 61 en fait précisément. Et c'est un référentiel qui est vraiment très, très varié. Il y a des compétences qui vont être de l'ordre du relationnel, de l'analyse, de la communication,
de la gestion de soi, de l'engagement professionnel. Donc, c'est très varié et on les a regroupés, nous, en 9 catégories pour que ça soit plus pratique. Donc, dans les 9 catégories, il y en a 7 qui sont communes à tous les métiers. Et on en a 2 dont les compétences sont très généralistes aussi, mais qui vont être plus spécifiques aux fonctions managériales et aux fonctions commerciales. Et du coup, sur tout ce référentiel-là, soit que je peux toutes les mesurer pour avoir un aperçu du potentiel d'un candidat. Comme ça me permet de dresser son portefeuille de compétences. Ou alors, je peux en sélectionner seulement quelques-unes, celles qui sont importantes pour le métier ou la fonction, plus largement, sur lesquelles je recrute. Donc, les 2 méthodes sont possibles. Et pour montrer l'exploitation du modèle prédictif en recrutement, je vais vous l'illustrer simplement. Donc, avec un exemple, j'ai pris celui du recrutement d'un ou d'une commerciale. Et donc, sur les 60 compétences transversales, là, je n'ai pas tout pris. Pour l'exemple, j'en ai ciblé quelques-unes qui sont spécifiques aux fonctions commerciales. Donc, vous les voyez, j'ai pris combativité, conduite de négociation. Donc, vous les voyez à l'écran. Quelques-unes qui sont peut-être plus spécifiques au leadership, comme motivation d'équipe ou sens des responsabilités. Donc, j'en ai mis quelques-unes. Après, pour les commerciaux, on aurait pu ajouter, par exemple, l'influence, l'affirmation de soi, la communication stratégique. Donc, il y en a vraiment plusieurs. On peut construire comme ça le processus d'évaluation vraiment en fonction de ce qu'on a besoin. Là, je vais me focuser sur ces 7 compétences-là pour mon exemple. Et donc, les 7 compétences, pour mon analyse prédictive, je vais aller définir le niveau d'importance de chaque compétence. Et ça, c'est vraiment en fonction de mes besoins. Par exemple, donc vous voyez, il y a 5 niveaux possibles. Donc, combativité, moi, j'ai mis que c'était essentiel pour mes besoins de recrutement parce que nous, c'est un milieu qui est très concurrentiel et j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui est pugnace, qui est hyper solide et qui carbure au défi. Donc, ça, c'est essentiel. Et ça veut dire donc que la personne, il va falloir vraiment qu'elle soit au top sur toutes les composantes de cette compétence-là parce que l'algorithme qui la mesure, il va laisser aucune marge. Il va être très, très rigoureux. Alors que si je prends le sens des responsabilités, là, c'est pas essentiel, c'est assez important. Mais voilà, du coup, à ce niveau-là, le calcul va être un petit peu plus souple. Donc voilà, je définis mes niveaux d'importance selon mes besoins à moi pour le poste. Donc vous voyez rapidement combativité, habileté de prospection, réseautage, c'est essentiel, et conduite de négociation, identification des opportunités, très important. Et sens des responsabilités, motivation d'équipe. Bon, pour le moment, c'est pas essentiel, mais j'ai quand même envie de voir où le candidat se positionne parce que ça va me permettre de bien définir ses missions et peut-être d'anticiper des choses pour l'avenir pour lui en fonction de sa maîtrise des compétences. Et voilà, donc j'ai sélectionné mon référentiel pour l'évaluation. Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va soumettre la personne à un assessment center. Elle va passer des tests variés. Et les tests qu'elle va passer, en fait, c'est les composantes qui sont impliquées dans les compétences transversales. Donc, il y a 4 composantes, vous les voyez à l'écran. On a d'une part la personnalité. Ça, en fait, c'est les traits de caractère de la personne. Plus la personne possède les traits impliqués dans une compétence, plus elle va être capable de la mobiliser facilement et de l'utiliser efficacement. Intérêt, motivation, ça concerne ce que la personne aime faire, ce qui la passionne. Et ça va énormément jouer sur l'envie de faire telle ou telle chose. En fait, sur le plaisir à utiliser la compétence et aussi sur l'envie de la développer. Les aptitudes, ça, on en parle de plus en plus. Ça, c'est les soft skills, c'est les savoir-faire. Et ça concerne les acquis. Les soft skills, c'est des acquis qui se développent bien, mais qui permettent à la personne de déployer correctement la compétence. Et on a aussi des capacités cognitives, donc tout le système de raisonnement qui va impacter beaucoup l'utilisation des compétences qui sont liées au savoir-penser. Donc, alors, il y a une question de Françoise qui nous dit « Pensez-vous que la complexité du psychisme humain soit prédictible à 100% ?» C'est une grande question.
Oui, c'est une grande question. Après, là, nous, on va peut-être pas entrer dans le détail de ça aujourd'hui dans le webinaire. Ce qu'on peut parler, c'est peut-être la marge d'erreur. Nous, quand on construit les tests, déjà, ça prend presque 3 ans à construire un test parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont faites pour être sûr que le test est fiable, rigoureux, scientifiquement valide. Et on essaie de mesurer la marge d'erreur possible pour dire, ben, par exemple, si la personne sur, je sais pas moi, l'altruisme, elle a 9,4 sur 10, ce qui est très, très élevé, ben, là, au niveau de la marge d'erreur, peut-être qu'elle aurait 9,7 ou 9,3. Donc, on essaie d'avoir une marge d'erreur la plus réduite possible pour être sûr que le score corresponde bien à la personne. Et ça, c'est des études qu'on fait. On n'a pas le choix hein, pour être sûr que le test est valide. Et on est très transparent chez Central Test. On a des manuels pour tous les tests qu'on construit avec toutes les statistiques qu'on a faites, dont les marges d'erreur. Donc, oui, on peut la déterminer. Et surtout, s'assurer qu'elle est assez réduite. Hein. Si elle est de plus ou moins 2, ben voilà, le test, il n'est pas hyper fiable. OK. Donc, voilà, on a vu, si je reviens, si ça répond à votre question, hein, si je reviens sur les composantes, en fait, c'est les 4 composantes hein, qui interagissent pour construire la compétence. Donc, la personne passe les tests pour les évaluer et quand c'est fait, il y a des algorithmes très complexes et déjà construits qui vont calculer les scores en fonction de tous ces éléments-là et aussi en fonction des niveaux d'importance qu'on a définis précédemment. Et donc, il va attribuer un pourcentage de maîtrise à chaque compétence. En fait, tout ça, là, ça va au-delà de ce qu'on connaît habituellement. Ce n'est pas un seul facteur de test qu'on mesure, c'est un peu une méta-mesure qui va au-delà du facteur de test, mais qui prend en compte un ensemble de composantes interreliées. Et donc, voilà, l'algorithme nous donne un score au final. Et le score, on le retrouve, bon, plus ou moins ici, là. Voilà, vous avez des marges de score en dessous. Ça nous dit à quel niveau la personne maîtrise la compétence. Donc, c'est assez simple à lire. Hein? Tout le monde connaît le classique jeu de couleurs vert, jaune, rouge. Là. Quand c'est vert, c'est bien. Quand c'est jaune, c'est moyen. Et quand c'est rouge, voilà, c'est un petit peu plus faible. Et donc, globalement, ça, c'est un candidat qui a passé les tests. Et c'est pas mal parce que, voilà, c'est plutôt vers la droite, là. Il y a plusieurs compétences en vert, donc il y a plus de 60%. Ça veut dire que la personne sait bien déployer ces compétences-là. Elle les déploie efficacement, en fait. Elle les maîtrise bien. Quelques-unes en jaune, entre 40 et 60%. La compétence, elle n'est pas maîtrisée correctement. Il y a encore des choses à travailler, mais quand c'est en jaune, il y a un bon potentiel de progression. Il ne faut pas les mettre de côté. Il faut juste dire qu'aujourd'hui, on ne le maîtrise pas bien, mais dans quelques temps, si on travaille sur ça, ça peut basculer en vert parce que les compétences, voilà, elles sont dynamiques, elles sont évolutives. Après, là, bon, vous voyez, j'en ai seulement mis 7. Si on avait mis l'ensemble du référentiel, c'est probablement possible qu'il y ait des compétences qui se retrouvent en orange ou en rouge. On ne va pas dire que c'est une incompétence. On dit juste que c'est moins naturel pour la personne parce que ça peut toujours se développer, mais reste que quand c'est en orange ou en rouge, disons que déjà la personne, il faut qu'elle soit très motivée et qu'elle fournisse des efforts assez conséquents pour que ça se travaille. Nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt de se concentrer sur celles qui sont en jaune parce que la personne, elle a déjà les bases. Il y a juste un petit coup de boost à donner sur certaines composantes pour que la compétence se développe un peu plus facilement. On va rester sur cette diapo-là. Je reviens à mon recrutement de commercial. Donc, on va exploiter ce tableau-là de plusieurs façons. Déjà, moi, je recrute aujourd'hui un commercial. Et donc, ce que je vais voir, c'est le côté opérationnel. Quelles compétences il maîtrise déjà qu'il peut tout de suite utiliser? Toutes celles en vert, 60% et plus, il la maîtrise déjà. Donc, on voit hein, combativité, habileté de prospection, conduite de négo et réseautage. Moi, ça me rassure, ça me sécurise pour mon recrutement. Je sais que la personne, je la parachute demain comme commerciale. Bon, après, il faut quand même avoir un certain bagage, mais voilà, elle va bien les utiliser. Deuxième chose, au niveau de la mobilité. Là, c'est le côté développemental qui m'intéresse. Mobilité pour plus tard. Là, je vais aller voir toutes celles qui sont en jaune. Entre 40 et 60, il y a un bon potentiel d'évolution. Dans 4 ou 5 ans, elles vont être plus fortes, ces compétences-là.
Et on peut déjà commencer à déployer des actions pour commencer à les perfectionner en mettant, par exemple, le candidat sur des projets qui vont tranquillement solliciter ces compétences-là. Parce que, par exemple, sens des responsabilités, motivation d'équipe, bon, c'est moyen. Ça veut dire que la personne, tout de suite, elle n'est pas prête là, pour un poste de responsable commercial, mais elle a le potentiel pour le devenir dans quelques années. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que le modèle prédictif, il me permet d'anticiper sur le long terme pour pallier la pénurie de talent. Et dernière chose, le modèle prédictif, on peut aussi l'exploiter pour l'intégration du candidat dans une équipe pour voir la plus-value qu'il va nous apporter, de quelle façon, en fait, il va renforcer le capital compétences de l'équipe. Donc Alors, là, il y a oui, il y a ouais, Pascal qui comprend pas bien, qui demande oui. si là on est sur l'évaluation à un instant T ou si ça c'est une projection. Les deux, en fait. Les deux, parce que la personne, elle a passé le test aujourd'hui. Aujourd'hui, elle se situe là. Si elle est en jaune, c'est que la compétence, elle est plus ou moins Donc bien ça, c'est ses maîtrisée. résultats de test. C'est ça, c'est ça. D'accord. Il a passé des tests, bon, dernièrement, il y a quelques jours. Et ça, c'est la photographie en ce moment, aujourd'hui. Il est comme ça. Par contre, s'il repasse les mêmes tests dans 5 ans, ben, ça se peut, par exemple, que motivation d'équipe, il ait bougé un petit peu si on a sollicité cette compétence-là. Donc oui, c'est un potentiel développemental possible. On est là aujourd'hui. Si on fait rien, bon, après, avec l'expérience, ça peut un tout petit peu bouger, mais voilà, si on fait rien, ça peut rester là. Mais si on les travaille, si on les booste, ben là, ça peut basculer. Donc, c'est le potentiel futur qu'on anticipe. Donc là, en fait, l'idée, c'est de faire une cartographie à un instant T des compétences du collaborateur pour Hein? identifier ses capacités à évoluer par Ben, rapport au type de... ouais, ben c'est ça. En fait, celles qui sont dans le vert, on se dit ça, ils les maîtrisent déjà. Quand c'est dans le vert pomme là, et vert foncé, ben vert foncé, c'est hyper bien maîtrisé. C'est comme si là, je sais que tout de suite, je peux le mettre sur des missions qui sollicitent ces compétences-là parce qu'il les maîtrise déjà. Donc, si je recrute, là, tout de suite, moi, ça me sécurise. Et celle en jaune, ben là, c'est si je veux anticiper un développement futur. Et de dire, voilà, là, tout de suite, aujourd'hui, responsable d'équipe, non, parce que, bon, motivation d'équipe, c'est un peu faible, sens des responsabilités. Donc, tout de suite, il n'est pas au top pour ça. Mais si je veux le faire évoluer dans quelques temps, dans quelques années, ben, je vois qu'il a le il n'est pas dans le rouge. S'il était dans le rouge, voilà, c'est peut-être pas lui que j'irais voir pour ça. Mais quand c'est dans le jaune, ça veut dire que là, dans toutes les composantes que j'ai mesurées, il y a des choses qui sont plus ou moins bien. Il y a des petites choses à travailler encore, mais l'évolution, elle est possible. D'accord. Est-ce que je réponds à la question ou je continue? Le modèle est proche du disque. Ben oui, oui, ça peut, le disque. Il y a un test un test qu'on a construit pour les managers qui mesure spécifiquement le disque. Après, ici, c'est vrai que dans les compétences, on l'aborde pas plus ou moins, disons. Mais on a un test spécifiquement dédié à cette partie-là où on va mesurer le disque. Et donc, voilà, donc recrutement, évolution de la personne en mobilité et aussi, donc, j'étais rendue à l'équipe. Donc, par rapport à l'équipe, c'est intéressant parce qu'on voit la complémentarité de la personne. Qu'est-ce qu'elle va apporter à l'équipe? Toutes celles qui sont en vert, ben voilà, on sait qui les a, c'est un ajout pour l'équipe. Et toutes celles qui sont en vert foncé, à plus de 80%, ben ça, c'est des compétences d'exception. La personne, elle est vraiment au top sur ça et c'est vraiment une plus-value pour l'équipe. Là, j'ai cartographié mon candidat. Je peux faire la même chose pour mon équipe pour avoir le portefeuille global de l'équipe. Comme ça, les complémentarités, on les apprécie bien. Et peut-être que je vais me rendre compte que mon candidat, qu'est-ce qu'il a, habileté de prospection, ben, c'est peut-être le seul qui est bon à ce niveau-là. Et ça va donner un gros coup de pouce pour démarcher des nouveaux clients. Et ça permet aussi de redistribuer les tâches en fonction des forces de chacun. Donc, mon candidat, tout ce qui est démarchage, développement de réseau aussi, pour l'instant, c'est parfait. Et peut-être qu'à moyen long terme, peut-être avoir un rôle plus actif dans la prise en charge de l'équipe.
Bon, je fais un peu votre rôle, Christophe. Là, je suis en train de voir la question. Je vais peut-être vous laisser après le loisir de les dire. Là. Oui, effectivement. Là, j'ai pris un exemple pour le recrutement, mais effectivement, l'élaboration d'un projet professionnel, le bilan de compétences, l'orientation scolaire et professionnelle, c'est tout à fait indiqué pour en faire, encore une fois, le portefeuille de compétences et voir dans quel domaine il peut les exploiter. Tout à fait. Et voilà, donc si je résume, donc on peut l'exploiter en recrutement, c'est le côté opérationnel. Tout de suite, la compétence, on la maîtrise. Mobilité, donc le côté développemental de la compétence. Et en équipe pour voir la complémentarité. Et donc, conseils pour développer, on va terminer sur ça, des conseils pour développer les compétences. Il y a Agnès qui demande comment s'appelle ce test chez Central Test. D'accord. Actuellement, j'utilise Profil Pro. Oui. En fait, ce n'est pas un test, c'est le modèle prédictif. En fait, les compétences comportementales sont mesurées quand une personne a passé différents tests, dont le Profil Pro, qui est un test de personnalité. En fait, parce que si je reviens en arrière, là, sur ici, en fait, le Profil Pro, il fait partie des tests de personnalité. Donc, on va aller voir avec le Profil Pro la facilité à utiliser la compétence, parce qu'on est sur des traits de caractère. Peut-être que certains utilisent vocation, qui est un test d'intérêt, où là, on va voir l'envie, le plaisir à utiliser la compétence. En fait, le modèle qu'on vous présente, c'est un métamodèle, en fait, qui utilise différents facteurs mesurés par les tests et qui montre la compétence qui est mesurée. Mais effectivement, si vous utilisez seulement le Profil Pro, on peut avoir accès aussi, on va avoir accès à la partie personnalité de la compétence. Donc, un seul test permet aussi, on n'est pas obligé de passer 20 tests, ça serait déjà trop. Hein? Au-delà de 4 ou 5, déjà, c'est trop. Mais la personne peut passer un test, 2 ou 3, et on va avoir accès à ses compétences. Et cet assessment, demande Elisabeth, est réalisé entièrement en ligne ou, oui. C'est préférable parce que nous, on a créé déjà les algorithmes qui mesurent la maîtrise de la compétence par une personne. Donc, si c'est fait papier-crayon pour quelconque raison, il faut ensuite entrer les résultats informatiquement pour générer le modèle et avoir accès aux compétences. Si je peux me permettre, du coup, pour apporter quelques précisions complémentaires, le modèle prédictif, c'est un outil que l'on retrouve sur la plateforme Central Test. Donc, si vous utilisez par exemple le Profil Pro, vous avez accès bien évidemment à cette nouvelle fonctionnalité et le modèle prédictif. Et donc, quelques conseils pour terminer. Donc voilà, quand la personne complète un test comme Profil Pro ou plusieurs tests, qui sont en fait les composants de la compétence transversale, on a accès à son portefeuille de compétences. Donc ça, c'est une chose. Et on l'a vu, les compétences sont évolutives et mesurables. Donc, on peut revoir, par exemple, à chaque année, durant l'entretien annuel, l'évolution des compétences. Celles qui étaient notamment en jaune ou à la limite en orange, on regarde si au fil de l'année, avec tout ce que la personne a fait, ben peut-être que du coup, ça fait basculer certaines compétences en vert. Et parce que les compétences, ça évolue. Si on a challengé la personne sur des nouveaux projets, si on lui fait faire des actions de coaching, du team building, des formations spécifiques, du mentorat, tout ça, ça joue sur le développement des compétences. Mais il faut quand même se rappeler, on ne peut pas forcer quelqu'un à développer une compétence. Nous, on a plein d'ambitions pour la personne, on voit qu'elle est à tel niveau, on a envie que ça se développe. Oui, mais voilà, il faut que la personne soit volontaire, il faut qu'elle ait envie. Tout ce qu'on peut faire au mieux, c'est de lui présenter les bénéfices de maîtriser cette compétence-là. Et ce qui est important à considérer aussi, et très, très important, je vous dirais, c'est les intérêts. Parce que les intérêts, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est le moteur de mes actions parce que ça va être difficile de pousser quelqu'un à développer une compétence s'il n'en a pas envie. Donc, ce qui peut être pertinent, c'est d'identifier les domaines de prédilection d'une personne par l'analyse de ses résultats à un test d'intérêt.
Et donc, en discutant avec elle sur son envie de s'investir dans certaines activités plutôt que d'autres, et donc de développer des compétences qui l'intéressent. Et aussi, les tests d'intérêt, ce qui est intéressant, c'est que oui, on voit les intérêts, mais on voit aussi les aversions. Qu'est-ce qu'une personne n'a pas envie? Et comme ça, on évite de la mettre sur des actions qui lui déplaisent et qui serviront à rien au final. Et donc, tout ça, ça permet aussi de proposer des nouvelles missions à la personne pour la challenger sur des compétences qu'elle n'a pas l'habitude de solliciter, qui sont moyennement maîtrisées, mais qui ont un bon potentiel de progression. Donc, toutes celles entre 40 et 60 % qui étaient en jaune, elles sont en construction. Elles sont plus ou moins bien utilisées aujourd'hui, mais en s'entraînant sur des projets qui permettent de les exploiter, bien, elles pourront se développer. Et ensuite, bien, on revoit l'an prochain où la personne en est avec tout ça. Voilà. Si vous avez encore des questions, pour notre présentation à Célia et moi, ça complète. Mais voilà, on va répondre s'il y a d'autres questions là avec plaisir. Comment tu peux savoir que quelqu'un qui a une compétence en jaune, potentiellement, va pouvoir la passer en vert à terme? C'est pas automatique. Non, j'ai une compétence en quoi, vous avez dit? La compétence, si elle est oui. dans la zone En jaune, jaune. Ben oui, en fait, ce qui va énormément impacter, ça va être les intérêts. Est-ce que la personne a envie de travailler cette compétence-là? Ça, c'est une chose. En fait, je vais revenir sur la diapo là, qui est très explicite. Les aptitudes. En fait, les aptitudes, c'est les soft skills. Et les soft skills, l'avantage de ça, c'est que c'est hautement travaillable, si ça peut se dire, là, dans le sens qu'on a un grand potentiel de développement des soft skills. Donc, si c'est ça qui est un petit peu plus faiblement maîtrisé, on peut travailler sur les soft skills, voir l'intérêt de la personne. Après, si c'est ces traits de personnalité qui sont un peu plus faibles, là, c'est un peu plus embêtant parce que la personnalité va très, très peu évoluer. On peut juste constater que les traits, la personne ne maîtrise pas complètement les traits requis pour cette compétence-là. Elle peut toujours se forcer à s'adapter, mais ça ne va pas beaucoup bouger. Les capacités cognitives, ça peut aussi s'entraîner, mais encore une fois, il faut mettre beaucoup d'efforts pour ça. Alors, Elisabeth fait une remarque, elle dit finalement jaune, vert foncé représente l'acquis à date. Est-ce que vous partiez du principe que ça ne pourra qu'évoluer et non régresser? J'aurais tendance à dire que oui, c'est des acquis qu'on a, à moins de... Parce que oui, tout ce qui est, par exemple, personnalité, ça ne change pas et tout ça, les intérêts, ça évolue. Oui, ça évolue. J'aurais tendance à dire que oui, Oui, mais l'intérêt et la motivation, ça peut décliner. Ça peut changer. Effectivement, on peut changer d'intérêt. Donc, c'est une question qui est assez intéressante. Après, décliner, c'est des choses qu'on possède, qu'on sait faire, à moins d'avoir un événement majeur dans notre vie, assez traumatique, qui fait qu'on change beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Célia. Oui, globalement, je suis assez d'accord. Et puis, on a tendance à avoir quand même une vision positive de l'humanité quelque part. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, bien qu'il soit quand même possible que ça régresse dans certaines situations, comme pour la personnalité, où généralement c'est relativement stable dans le temps, mais parfois il y a des événements qui font que il y a un tournant qui est un peu plus important. Donc finalement, oui. Oui, là, je suis en train d'extrapoler, de penser à plein de choses parce que je me dis capacité cognitive, au-delà de 45 ans, ça commence un petit peu à décroître. Et donc, si la personne, je pense à l'agilité d'apprentissage, par exemple, qui est rendue à un certain âge, qui ne va pas stimuler ses capacités cognitives, oui, peut-être que ça peut régresser un petit peu. Mais bon, là, on se lance dans des extrapolations, mais oui, on peut penser à ça. Ça marche. Ça dépend. Oui, je suis en train de voir la question d'Elisabeth. Là, on est sur des compétences transversales. On n'est pas sur des compétences comme les hard skills. Elles, effectivement, elles vont devenir obsolètes. Et c'est pour ça que Central Test a passé le cap
d'évaluer maintenant des compétences transversales parce qu'avec tout ce qu'on vient de vivre, toutes les transformations du monde du travail, c'est les compétences, des compétences d'avenir. Avant, effectivement, les RH mesuraient des hard skills et une hard skill, elle était bonne des fois pour 20 ou 30 ans. Je faisais mon recrutement, je passais toute ma vie avec mes hard skills, c'était bien. Et maintenant, les études montrent qu'une hard skill, c'est presque alarmant, mais surtout dans le domaine du digital, après un an et demi, oui, elle est obsolète. Donc, ce type de compétences-là, effectivement, oui. Par contre, les compétences transversales, ça fait partie de soi. C'est une autre façon de mesurer la personne et du coup, qui va être capable de passer le temps, je ne sais pas comment dire, mais avec toutes les transformations qu'on vit, c'est des compétences solides, si on peut dire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, ce que j'en retiens, c'est que finalement, la prédiction n'est valable que si elle est, entre guillemets, j'allais dire multicritères, c'est-à-dire effectivement qu'on associe différents tests. On ne peut pas faire une prédiction fiable si on analyse uniquement la personnalité ou uniquement les motivations ou uniquement les soft skills en matière de soft skills acquis ou uniquement les capacités cognitives. C'est bien la combinaison de ces 4 tests qui vont permettre de répondre à la question qu'on avait en début de webinaire sur la fiabilité du test. Si vous faites une analyse prédictive uniquement basée sur la personnalité et les motivations, ça ne sera pas suffisant. Tout à fait. Et puis, on va toujours pouvoir aussi venir compléter avec les entretiens, les débriefings aussi, qui permettent toujours d'aller plus loin et de vérifier aussi ce que disent les analyses. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à côté, il y a un référentiel de métier qui est, lui, analysé avec des attendus? Alors oui, on s'appuie sur donc, différents référentiels, pardon, donc le référentiel métier de Central Test, donc qui est resté inchangé, et également donc 2 référentiels, donc un américain et un européen, donc sur la base Honnête et ESCO. Donc ils proposent un certain nombre de métiers qui permettent voilà, d'avoir un panel de métiers avec le modèle prédictif, compatible avec le modèle prédictif. Ça marche. Je vous ai mis dans le chat un lien vers le site de Central Test si vous voulez avoir une démonstration des solutions, une présentation plus poussée des tests. Alors, on a une question, est-il possible qu'à une certaine phase, la personne puisse être sollicitée à transférer ses compétences à l'équipe? En fait, c'est un soft skill, transférer ses compétences. Oui, et on a une compétence transversale qui s'appelle le mentorat. Et donc, si la personne a un score fort, effectivement, elle pourrait être sollicitée pour transmettre ses compétences à l'équipe. Oui, compétences. Ouais, je pense que ça s'appelle comme ça, le mentorat. Oui. Vincent est un peu sceptique. Oui, là, mais changeant est réservé. Oui. Changeant est réservé. Oh, ça dépend. La personnalité, les éléments qu'on mesure dans les tests de Central Test se basent sur des théories qui ont fait leur preuve depuis des décennies et qui sont reconnues par la communauté internationale. Donc, c'est des traits de caractère assez stables. Et puis là, il faut réservé, ça oublier qu'on dépend. adresse le milieu professionnel. On n'est pas en train de faire une introspection de la personnalité de l'individu dans son environnement justement personnel. Mais dans le cadre professionnel, c'est quand même les traits de caractère sont beaucoup moins changeants. Tout à fait. Et le caractère réservé, je le comprends moins, mais voilà, les tests de Central Test, le retour qu'on a, c'est qu'on arrive bien à aller au-delà de la réserve et aller voir toute la vraie nature de la personne et dans tous les détails. Donc, au-delà de la réserve, on est capable d'aller détecter énormément de choses.
Oui, et encore une fois, hein, on peut aussi aller toujours plus loin que ce que l'outil propose, avec, justement, le professionnel, RH qui va pouvoir, mener, des entretiens de débrief, croiser les résultats, Ah, vraiment au-delà de finalement, de la prédiction, hem, pour s'assurer, de tout ce qui ressort aussi. Alors, de toute façon, la manière de garantir la réussite de ces tests, je dirais moi que c'est la façon dont ils vont être présentés aux candidats ou aux collaborateurs qui va les passer. Si vous dites à vos collaborateurs, ben voilà, passez les tests sans qu'il y ait une explication pourquoi on vous fait passer des tests, de quelle manière ça va vous enrichir vous, etc. Ben, ça n'a pas de sens. Et là, effectivement, on aura des tests qui vont être passés sans conviction et qui vont être entre guillemets bâclés. Il y a aussi un travail de préparation et de communication autour de la mise en place de ces assessments. Bien sûr, tout ça, ça fait, partie de nos règles de déontologie, hein, quant à l'utilisation, des tests, hein. Alors, Ève nous dit un accompagnement est nécessaire, je pense effectivement. Est-ce que par ailleurs, il y a une formation des RH justement qui soient tout simplement en capacité de bien interpréter les tests et de les restituer, parce qu'on sait que bien souvent, quelqu'un qui ne maîtrise pas les tests peut se tromper tout simplement dans l'interprétation de certains résultats. Bien sûr, nous proposons donc des formations personnalisées, pour les professionnels. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne interprétation des outils et de faire, grâce à des classes pratiques, qu'ils puissent pratiquer, pour avoir une bonne analyse, une bonne interprétation, de ces résultats. Parce qu'effectivement, parfois, on a des facteurs qui peuvent être assez trompeurs, se dire: «Ah bah oui, ce mot-là, je le connais, donc je vais être, en capacité de poser des questions dessus», et au final, ce facteur ne veut pas vraiment dire ça dans le cadre du test. Je vous prends un exemple tout bête, hein, la flexibilité. On peut se dire, voilà, être flexible, c'est être capable de changer ses habitudes, de rebondir facilement. Là, on est plutôt sur une flexibilité en termes de point de vue et pas d'organisation. Donc finalement, quand je vais interroger mon collaborateur là-dessus, si on n'a pas la bonne interprétation de ce facteur, on tombe à côté. Voilà, c'est un petit exemple, très facile, mais voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu. Ça marche. Eh ben, on touche à la fin de ce webinaire. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés et éclairés ce matin. Ce webinaire, vous allez le retrouver sur MyRHline d'ici 48 heures. Et ben, il me reste à vous souhaiter un bon appétit, midi 46. Parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. merci. Merci. Merci à tous.